C'est quand même un gros contrat qu'on vous donne aujourd'hui, M. Alain Deneau, le professeur en philosophie à l'UMCS, même aussi quelques cours de sociologie environnementale. Bonjour, M. Deneau. Bonjour. Merci énormément de vous être déplacé pour la chronique aujourd'hui. Plaisir. Quand je dis gros contrat, c'est parce qu'on parle écologie, on parle la place de la jeunesse dans tout ça. Déjà, parler d'écologie pour essayer d'atteindre tout le monde, là, c'est un contrat particulier. Oui, très souvent, on associe l'écologie au climat, au réchauffement climatique. Et on s'en tient à, 2-3 données. C'est-à-dire qu'on va se dire, le réchauffement climatique, c'est l'augmentation de la température moyenne sur le globe depuis le début de l'ère industrielle. Ouais. Et on sait que cette température va en augmentant de quelques degrés. Et que cela a des conséquences. On parle souvent du niveau des eaux, la fonte des glaciers. Et si on va plus loin, on découvre toute une série de conséquences liées au réchauffement climatique. Des canicules, parfois meurtrières pour certaines populations, sur l'axe équatorial, par exemple. Oui, il y en a eu en Europe, c'était historique cet été. Oui, en Europe aussi, oui, c'est pas seulement là, en effet. Et en Colombie-Britannique, avec une ville comme Lytton qui voit le mercure augmenter jusqu'à 50 degrés et le voit descendre jusqu'à moins 50 l'hiver d'après. Donc, ce sont des perturbations météorologiques qui s'accompagne d'incendies de forêt, de montée des eaux, ensuite d'ouragans, d'érosion des sols, la fonte des glaciers, qui elle-même entre ensuite, et c'est ça qu'il faut comprendre quand on parle de réchauffement climatique, entre ensuite dans un processus autonome. Okay. C'est que très souvent, quand on parle du réchauffement climatique, on se tourne vers les gouvernements en espérant qu'ils fassent quelque chose sans trop entamer un mode de vie auquel on est soit attaché ou aliéné. Mais on espère qu'ils fassent quelque chose. Mais ce qu'on n'ose pas se dire encore, il faudra regarder quand même la réalité en face, c'est que le réchauffement climatique est un processus devenu autonome et exponentiel. Autonome, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système Terre est détraqué désormais de lui-même. C'est-à-dire quand même qu'on ne ferait plus rien. Quand même qu'on vivrait dans des sous-sols, qu'on mangerait des racines, puis qu'on aurait une empreinte environnementale là, infime mais minimale. Le processus est lancé, si vous voulez. C'est-à-dire que, par exemple, les surfaces d'albédo là, qui réfléchissent la lumière se font de plus en plus rares parce que les glaciers fondent. Donc, on a des étendues d'eau foncée de plus en plus importantes qui captent la chaleur des rayons solaires, et donc ils contribuent à l'augmentation du climat par eux-mêmes. Okay. Et cela peut mener peut entraîner des conséquences comme les incendies de forêt qui font disparaître des puits de carbone naturels. On pourrait parler aussi de phénomènes analogues quant au monde marin, et éventuellement faire fondre des croûtes glaciaire qui libère un gaz qui est naturellement contenu par elle, le méthane, qui est plus dangereux encore et redoutable que le CO2, et qui lui-même accentue encore le phénomène. Donc, il faut se dire que, hélas, soyons courageux et francs et lucides, hélas, nous avons raté l'échéance qu'on pouvait imaginer plausible là, dans les années 1970-1980. Tous les avis ont été lancés, toutes les alertes ont été données, mais les décideurs publics notamment, et les populations aussi, n'ont pas entendu ou voulu considérer ces signaux-là. Et aujourd'hui, force est de tenter d'amoindrir le choc. C'est-à-dire de s'organiser pour que la transition soit la moins violente possible, et aussi de prendre la mesure du changement de paradigme qui s'annonce, parce qu'il faut changer de modèle civilisationnel. Là. À un moment donné, il faudra comprendre qu'on ne peut pas continuer comme ça en consommant puis en produisant comme des déchaînés. Oui, parce qu'on est juste en 2023, ça veut dire que des années au 21e siècle, il en reste quand même beaucoup. Donc, comment on perçoit justement ce qui s'en vient? Quand on jette des tonnes de CO2 dans l'atmosphère, ça prend 10 ans avant d'en avoir les conséquences. Okay. Donc, aujourd'hui, là, si on s'arrêtait net, là, on aurait quand même hypothéqué 10 ans encore quant à l'accentuation du phénomène. Le 21e siècle, comment on peut l'envisager? On peut l'envisager comme un siècle où ce régime-là ne pourra pas continuellement perdurer, et où on en aura, au fond, les conséquences, sans doute sur un mode violent, si nous ne prenons pas nos dispositions. Et nous ne les prenons pas. Donc, probablement qu'à un moment donné, nous serons contraints à se dire, le réchauffement climatique entraîne en cascade des répercussions qui perturbent le monde. À cela s'ajoute l'extermination massive des espèces, des centaines de milliers d'espèces qui sont menacées par notre
régime industriel, ce qui occasionne, par exemple, évidemment, des problèmes pour l'agriculture, parce que quand vous avez des insectes qui disparaissent, ça a des conséquences, mais aussi des pandémies. Parce que l'Ebola, le H1N1, le Zika, la COVID-19, ce sont souvent des zoonoses, c'est-à-dire des maladies transmises par des espèces animales au sujet humain. Okay. Bon, et ils le sont parce que la zone tampon de la diversité biologique n'y est plus. Et parce qu'on devient, au fond, exposé à des maladies que développent des animaux eux-mêmes parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils n'ont pas assez d'habitat, d'espace pour évoluer d'une manière convenable. Donc, l'avenir, comme on peut le voir comme étant marqué par ces crises, par ces perturbations, mais aussi, par ailleurs, par un accès de plus en plus rare aux énergies, pétrole, gaz et aussi aux minerais. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que si on est un petit peu lucide, si on est un petit peu clairvoyant, on serait bien avisé, et là, qu'on soit maire, conseiller municipal, citoyenne, citoyen, de considérer qu'à l'avenir, il y aura une contraction de la géopolitique. La géopolitique mondialisée, comme on la pense aujourd'hui, où on fait venir des amandes de Californie, des raisins d'Afrique du Sud, où on a complètement, nous-mêmes, intégrer l'idée qu'on doit produire pour des grands acheteurs extérieurs, pour la canneberge, le bleuet, le crabe, le homard, les poissons, ainsi de suite. Il faudra à un moment donné considérer que l'économie se contractera en passant de la mondialisation à la régionalisation. Parce qu'il y aura moins de pétrole, moins de gaz, moins de circuits, moins de points de contact, moins de réseaux. Quadrillé à l'échelle mondiale aujourd'hui, et encore qui vacille, on le voit vaciller là, ces années-ci. Et qu'il faudra développer une certaine forme d'autonomie alimentaire, énergétique et même intellectuelle et politique, s'organiser un peu plus entre soi. La péninsule acadienne est une biorégion potentielle, c'est-à-dire qu'on peut ici chercher à s'organiser sur notre territoire pour que les quelques 50 000 que nous sommes sachent d'une manière autonome vivre sur leur territoire, le chérir, en prendre soin, sans penser en termes de marchés internationaux, de débouchés mondiaux, et sans penser non plus en termes d'importation. Et on en viendra là. On peut se préparer, on peut le subir de plein fouet. Plus on le subira, plus ce sera difficile, plus la chute sera grande. OK. La grosse question finalement aujourd'hui, la place de la jeunesse dans tout ça. Parce que là, Péninsule acadienne peut essayer de faire quelque chose tous ensemble, mais c'est vraiment les futures générations qui vont porter tout ça. Avec les plus vieux, mais effectivement, on ne peut pas se permettre de voir une jeunesse, en quelque sorte, se perdre dans des perspectives qui sont celles de leurs parents ou de leurs grands-parents. L'avenir, là, c'est pas le village acadien. Bon, c'est-à-dire qu'on ne va pas revenir à. Dans l'histoire, on ne revient jamais à. Mais ce ne sera pas non plus des voitures électriques, puis des joujoux, puis des affaires techniques, parce qu'on n'a même pas les minerais qu'il faut pour les produire, comme ils nous sont promis dans des délires de scientifiques somnambules. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la science, aujourd'hui, elle peut nous aider en ce qui concerne la permaculture, l'agriculture locale, le développement de circuits locaux. Il y a une science quant à ces domaines-là. Aujourd'hui, on peut produire davantage avec une terre sur un mode, je dirais, naturel, qu'on ne le faisait au 18e siècle. On a développé des savoir-faire. Il y a aussi tout le domaine de ce qu'on appelle le low-tech, c'est-à-dire des objets non polluants, facile à produire, facile à réparer, recyclable, tout le contraire de l'obsolescence programmée et de la défaillance programmée, là, qui consiste à fabriquer en grande série des objets qui sont destinés à briser pour qu'on les remplace, on en achète d'autres qui sont hyper polluants et destructeurs et extractivistes et tout ce qu'on veut. Donc là, il s'agirait, au contraire, de développer, je pense que les collèges communautaires pourraient être centraux dans ce type de préoccupation, mais il faudrait qu'on se réveille pour amener déjà à réparer, à construire, à bricoler, à être rusé, mais sur la base, par exemple, de techniques comme en France, on le développe par rapport aux maisons. On fabrique des maisons en paille en France aujourd'hui. Okay. Bon, et donc c'est beaucoup moins polluant et exigeant que bien des matériaux conventionnels qui sont en vogue aujourd'hui. Bon, donc la jeunesse est notre avenir, notre espoir. Je serai cet hiver dans les écoles
non seulement à la péninsule acadienne, mais au Nouveau-Brunswick, pour parler du programme en environnement qu'on a chez nous, spécifiquement en lien avec les zones côtières, mais qui s'intéresse aussi à l'écologie politique. Et j'espère pouvoir rencontrer et discuter avec beaucoup de gens qui très souvent souffrent de ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Oui. Parce qu'on voit bien qu'on est face à une sorte de phénomène inouï. Ça n'a jamais, depuis des millions d'années, ça n'a jamais existé un effondrement annoncé comme celui-là. C'est même impensable. Mais je pense que si on est angoissé ou anxieux, c'est parce qu'on arrive mal à nommer les problèmes. Et lorsqu'on est plusieurs, à penser, à nommer, à théoriser ces enjeux-là, on se sent déjà mieux parce qu'on agit, parce qu'on dépasse le stade de l'anxiété qui peut être nécessaire, mais qui ne devrait pas être un lieu où on s'embourbe, pour croître, grandir et contribuer à l'essor de la société. Il faut envisager un avenir qui ne soit pas apocalyptique, mais le faire de manière lucide, c'est-à-dire en considérant qu'on a d'immenses défis face à nous. Et nous voyons cette réalité en face. Eh bien, sur ces sages paroles, Monsieur Deneau, merci énormément pour la belle jasette d'aujourd'hui, en espérant que, justement, votre tournée dans les écoles pourra peut-être aller soulever l'intérêt du plus de jeunes possible pour aller les chercher, justement. Oui, à l'UMCS, on peut en parler à Julie-Pierre Friolet, qui coordonne le tout. Ben, merci beaucoup, Monsieur Alain Deneau, professeur de philosophie à l'UMCS avec quelques cours de sociologie environnementale.